La musique pulsait à travers le loft du centre-ville alors que je me frayais un chemin parmi des groupes d'invités, 2 verres de vin à la main. La fête d'anniversaire de Léa battait son plein. Nos amis, ses collègues, des gens que je n'avais jamais vus auparavant, tous célébraient sa 35e année. Les murs en briques apparentes semblaient vibrer au rythme des rires et des conversations. Le genre d'énergie électrique qui n'apparaît que lorsque l'alcool coule à flot et que les inhibitions se dissolvent. Je l'ai trouvée près du bar improvisé, les joues roses, les yeux brillants de cet éclat particulier qui me disait qu'elle avait déjà trop bu. 3 verres à cocktail vides gisaient abandonnés sur le comptoir derrière elle. Elle riait de quelque chose que sa collègue Camille lui disait, de ce rire généreux qui m'avait fait tomber amoureux d'elle 12 ans plus tôt. Tiens, lui ai-je dit en lui tendant le vin. Passe peut-être à ça. C'est plus léger. Elle m'a repoussé en gloussant. Je vais bien, chérie. C'est mon anniversaire. Il faut bien vivre un peu. Ces mots s'estompaient légèrement sur les bords. J'ai échangé un regard entendu avec Camille, qui m'a offert un sourire compatissant. Nous savions toutes les deux que la relation de Léa avec l'alcool était compliquée. Pas problématique, exactement, mais imprévisible. 3 verres, et elle chantait au karaoké. 4, et elle pouvait pleurer devant une publicité. 5 ou plus, c'était un territoire inconnu que nous essayions généralement d'éviter. Vas-y doucement, ai-je suggéré gentiment. Mais elle s'était déjà retournée vers Camille, s'animant à propos d'un drame de bureau que je ne pouvais pas suivre. 1 heure plus tard, j'étais coincé par l'ami d'université de Léa, Antoine, qui m'infligeait une longue explication sur sa nouvelle stratégie d'investissement en crypto-monnaie quand j'ai réalisé que je n'avais pas vu ma femme depuis un moment. J'ai balayé la pièce du regard, cherchant sa robe bordeaux familière dans la foule. Rien. Excuse-moi, ai-je interrompu Antoine au milieu d'une phrase sur la technologie de la blockchain. Tu as vu Léa? Il a regardé autour de lui d'un air vague. Pas depuis un petit moment, en fait. Regarde sur le balcon. Le balcon était vide, à l'exception de 2 types qui fumaient en se disputant sur le sport. J'ai vérifié les toilettes, occupées, mais pas par elle, d'après la voix qui a répondu. La cuisine, le couloir, même le vestiaire. Ma poitrine s'est légèrement serrée. Le loft n'était pas si grand. Tu cherches Léa, a surgi son ami Manon à mon coude. Je l'ai vue se diriger vers l'escalier de service il y a peut-être 20 minutes. Elle avait l'air un peu contrariée. Contrariée par quoi? Manon a haussé les épaules. Aucune idée. Elle parlait à Thomas, tu sais, de son club de lecture. Et puis elle est partie précipitamment. J'ai pensé qu'elle avait besoin d'air ou d'aller aux toilettes. 20 minutes dans un escalier de service. Je me suis frayé un chemin à travers la foule avec plus d'urgence maintenant. Cette pointe d'inquiétude familière que tout conjoint connaît. Celle qui se situe quelque part entre l'inquiétude et la panique. La porte de l'escalier de service n'était pas marquée. Destinée aux urgences. Je l'ai poussée pour découvrir des marches en béton menant à la fois vers le haut et vers le bas. Un éclairage fluorescent brutal contrastait avec la lueur chaleureuse de la fête. Vide. Léa, ai-je appelé, ma voix résonnant. Rien. J'étais sur le point de vérifier en bas quand j'ai entendu des pas venant d'en haut. Des pas lents, incertains. Et puis elle est apparue au détour du palier, et mon soulagement s'est immédiatement transformé en confusion. Son mascara avait coulé en traînées sombres sur son visage. Ses cheveux, parfaitement coiffés plus tôt, pendaient maintenant lâches et en désordre. Mais c'est son expression qui m'a glacé le sang, un mélange d'angoisse et de confusion, comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar dont il ne se souvient pas tout à fait. Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu? Elle m'a dévisagé comme si elle n'était pas tout à fait sûre de qui j'étais pendant un instant, puis ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes. J'ai dit la vérité, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. J'ai finalement dit la vérité. Quelle vérité? De quoi tu parles? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un, je ne me souviens pas exactement. Elle a vacillé légèrement et j'ai attrapé son coude pour la stabiliser. Je parlais à quelqu'un et puis j'étais ici et elle a baissé les yeux sur ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon estomac s'est noué. Léa, tu me fais peur. À qui parlais-tu? Que s'est-il passé pendant la dernière demi-heure? Elle a levé les yeux vers moi, plein de larmes et d'autres choses. De peur. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Je ne sais vraiment pas,
mais tout le monde me regardait fixement. Je pense que j'ai dit quelque chose de terrible. Le soleil poignardait à travers les fentes de nos rideaux de chambre comme une accusation. J'étais éveillé depuis des heures, à regarder Léa dormir, son visage bouffi par les pleurs et l'alcool, sa respiration profonde et agitée. Nous avions quitté la fête peu de temps après que je l'ai trouvée dans cet escalier. Elle était trop désorientée, trop bouleversée pour rester. Nos amis nous avaient regardés partir avec des expressions allant de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la pitié. J'ai essayé de lui demander ce qui s'était passé pendant le trajet en taxi pour rentrer. Elle avait simplement secoué la tête, pressant ses doigts contre ses tempes. Tout est flou, comme essayer de se souvenir d'un rêve. Je parlais et les gens écoutaient et puis rien, juste des fragments. Maintenant, alors qu'elle s'éveillait enfin en gémissant à la lumière, j'ai dû réprimer l'envie d'exiger immédiatement des réponses aux questions qui m'avaient tenu éveillé toute la nuit. De l'eau, a-t-elle croassé, et je lui ai tendu le verre que j'avais préparé des heures auparavant, avec 2 comprimés de Doliprane. Elle a tout avalé avec gratitude, puis s'est laissée retomber contre les oreillers avec une expression peinée. Oh, mon Dieu, hier soir. De quoi te souviens-tu? Elle a fermé les yeux. Des bribes. La fête était géniale. Tout le monde s'amusait. Je buvais trop, clairement. Je me souviens avoir parlé à Thomas de son divorce, me sentant vraiment triste pour lui. Puis Camille a dit quelque chose de drôle et je me souviens avoir ri. Et puis elle a froncé les sourcils, se concentrant. Ensuite, j'étais dans cet escalier et tu étais là et j'avais l'impression que le monde s'effondrait, mais je ne savais pas pourquoi. Mon téléphone a vibré, puis a vibré encore et encore. Une rafale de messages illuminait l'écran sur ma table de chevet. Léa l'a entendu aussi, ses yeux s'écarquillant de terreur. Ne regarde pas, a-t-elle murmuré. Pas encore. Mais je l'avais déjà saisi. 7 messages, 3 appels manqués, tous de personnes différentes de la fête. Le premier était d'Antoine. Et mec, est-ce que Léa va bien? C'était intense hier soir. Je suis là si vous avez besoin de parler. De Camille. OMG, est-ce qu'elle va bien? Je n'avais aucune idée qu'elle ressentait ça. On devrait prendre un café cette semaine. Juste entre filles. Elle a besoin de soutien en ce moment. De Manon. Je suis tellement désolé que vous traversiez ça. J'ai toujours pensé que vous étiez solide. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Mes mains semblaient engourdies. Léa, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Elle m'a arraché le téléphone des mains, faisant défiler les messages, son visage perdant toute couleur. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il parle comme si, elle n'a pas terminé sa phrase. Un autre message est apparu. Celui-ci de Thomas. Ce qui s'est passé hier soir est probablement la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Je sais que ce n'était pas facile de partager ça. Ton secret est en sécurité avec moi. Thomas, ai-je dit, incapable de masquer le tranchant dans ma voix. Tu as dit quelque chose à Thomas. Je ne m'en souviens pas. La voix de Léa était brisée par la frustration et la peur. Je me souviens lui avoir parlé de son ex-femme, de la façon dont elle avait eu une liaison, de la trahison qu'il a ressentie. Je compatissais parce que, elle s'est arrêtée brusquement. Parce que quoi? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas où j'allais avec cette pensée. Mon téléphone a sonné. Camille. Léa m'a regardé avec des yeux suppliants, mais j'ai répondu quand même. Allô? La voix de Camille était douce, prudente. Comment va-t-elle ce matin? Confuse. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Une pause. Tu veux dire qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle a dit à tout le monde? Qu'est-ce qu'elle a dit, Camille? Une autre pause. Plus longue cette fois. Elle ne te l'a pas dit? Je veux dire, j'imagine qu'elle était assez saoule. Peut-être qu'elle ne s'en souvient vraiment pas, Camille a soupiré. Écoute, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous devriez discuter en privé, mais elle a dit à un tas de gens à la fête qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre depuis 2 ans. Elle n'a pas dit qui, mais elle pleurait. En disant qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans le mensonge. La pièce a tourné. Léa me fixait, lisant mon expression, et j'ai vu son visage se décomposer. Ce n'est pas, a-t-elle commencé, tendant la main vers moi, mais je me suis levé, ayant besoin d'espace.
Laisse-moi te rappeler, Camille, ai-je dit en mettant fin à l'appel. Je ne dirai jamais ça, a murmuré Léa. Même saoul, je ne le ferai jamais. Je ne suis pas amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu dois me croire. Alors qu'as-tu dit? De quoi tout le monde parle? Je ne sais pas, sanglotait-elle maintenant. Je te le dis, je ne m'en souviens pas, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, cette fois de quelqu'un que je connaissais à peine. Chloé, une des nouvelles amies de Léa. J'espère que vous trouverez tous les deux la paix avec ce que vous déciderez. Ce qu'elle a partagé sur son passé était déchirant. Personne ne devrait avoir à porter ça seul. Son passé. Maintenant, j'étais complètement perdu. J'ai montré le message à Léa. Elle l'a lu 3 fois, les sourcils froncés de concentration. Mon passé? Quoi à propos de mon passé? Avant que je puisse répondre, on a frappé à la porte de notre appartement. Des coups secs, insistants. Nous nous sommes regardés. Tu attends quelqu'un, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Les coups ont continué. Je suis allé à la porte, regardant à travers le Judas. Thomas se tenait dans le couloir, l'air agité. C'est Thomas, ai-je crié à Léa. Non, a-t-elle dit immédiatement. S'il te plaît, ne le laisse pas entrer. Je ne suis pas prête. Mais Thomas avait déjà entendu des voix. S'il vous plaît, a-t-il appelé à travers la porte. Nous devons parler de ce qu'elle m'a dit. C'est important. C'est à propos de ce qui lui est arrivé à la fac. Léa est devenue absolument immobile. La fac, a-t-elle chuchoté. J'ai ouvert la porte juste assez pour empêcher Thomas d'entrer, son visage anxieux remplissant l'étroit espace. Il avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Ses cheveux habituellement soignés étaient en désordre, sa chemise froissée. Ce n'est pas le bon moment, ai-je dit fermement. Léa ne se souvient pas de ce qu'elle a dit hier soir, et elle ne se sent pas bien. L'expression de Thomas est passée de l'agitation à une confusion sincère. Elle ne se souvient de rien. Il a essayé de regarder par-dessus mon épaule dans l'appartement. Mais elle était si spécifique. Les détails sur sa colocataire, sur le fait de l'avoir signalé au doyen, sur la façon dont ils l'ont ignoré, de quoi tu parles? Léa est apparue derrière moi, enveloppée dans une couverture, le visage pâle mais la voix ferme. Quel colocataire? Quel doyen? Maintenant, Thomas avait l'air vraiment alarmé. Tu m'as parlé de l'agression à la fac. Tu as dit que tu ne l'avais jamais dit à personne avant, que tu l'avais enfoui pendant 15 ans. Mais que ça te rongeait de l'intérieur. Tu as dit que ta colocataire t'avait trouvé après et t'avait aidé à faire un rapport. Mais le type était dans l'équipe de rugby et les doyens ont étouffé l'affaire. Il parlait rapidement, avec ferveur, comme si le dire plus vite pouvait l'aider à se souvenir. Tu as dit que c'était pour ça que tu ne supportes pas d'être à des fêtes parfois. Pourquoi tu bois trop? Pourquoi tu arrêtes? La voix de Léa a tranché ces mots comme une lame. Je n'ai jamais été agressé. Je n'ai jamais déposé de rapport. Je n'ai jamais, elle a hésité, me regardant avec des yeux égarés. Je n'ai pas de colocataire dans mon passé qui corresponde à cette description. Ma colocataire à la fac était Amandine Lefebvre, et nous n'avons jamais rien de tel n'est jamais arrivé. Thomas a reculé comme si elle l'avait giflé. Mais tu pleurais. Tu étais si détaillé. Tu as même décrit ce que tu portais ce soir-là. Une robe d'été bleue avec des fleurs jaunes. Le visage de Léa est devenu étrange. J'ai une robe comme ça, j'en avais une. Je l'ai portée à une fête en 2e année. Elle a pressé ses mains contre ses tempes. Mais rien ne s'est passé. C'était juste une fête normale, n'est-ce pas? Mon estomac était retourné par des émotions contradictoires, le soulagement qu'au moins une version des confessions de la nuit dernière semblait fausse, la confusion quant à la raison pour laquelle elle inventerait une histoire aussi traumatisante. Et un malaise grandissant à l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose qu'elle avait refoulé. Mais la façon dont elle me regardait, sincèrement confuse et effrayée, ne ressemblait pas à quelqu'un confronté à un souvenir refoulé. Elle ressemblait à quelqu'un à qui on raconte une vie qu'il n'a jamais vécue. Je pense que tu devrais y aller, ai-je dit à Thomas, sans méchanceté. Léa a besoin d'espace pour comprendre tout ça. Il a hoché la tête lentement, en reculant. Je suis désolé, je voulais vous dire à tous les deux que si vous aviez besoin d'aide pour trouver un thérapeute ou si vous vouliez le signaler maintenant, j'ai des ressources. Mais si ce n'est pas,
il s'est interrompu, clairement aussi confus que nous. Je suis désolé, a-t-il répété, puis il est parti. J'ai fermé la porte et me suis retourné pour trouver Léa assise par terre, le dos contre le canapé, fixant le vide. J'ai besoin de savoir ce que j'ai dit, a-t-elle murmuré. À tout le monde. Nous devons tous les appeler. Au cours des 2 heures suivantes, c'est exactement ce que nous avons fait. Chaque conversation ajoutait une nouvelle pièce à un puzzle qui avait de moins en moins de sens à mesure qu'il se complétait. Camille a insisté sur le fait que Léa avait avoué être amoureuse de quelqu'un d'autre, disant spécifiquement « Je ne peux plus continuer à faire semblant. Chaque jour avec lui est un mensonge. » Mais lorsqu'on lui a demandé plus de détails, Camille a admis que Léa n'avait pas réellement nommé la personne dont elle était amoureuse. J'ai juste supposé que c'était quelqu'un au bureau. Tu es devenu un peu sur la défensive quand j'ai demandé qui et puis tu es parti en courant. Antoine avait une histoire complètement différente. Selon lui, Léa l'avait pris à part et lui avait dit qu'elle avait détourné de l'argent de son précédent emploi, près de 45 000 €, et qu'elle était terrifiée à l'idée de se faire prendre. Tu m'as fait promettre de ne le dire à personne, a-t-il dit sur le haut-parleur. Tu as dit que tu le rembourserais un jour, mais que tu en avais besoin pour quelque chose d'important. Des factures médicales, je crois que tu as dit. Je n'ai jamais rien volé de ma vie, a protesté Léa. Et nous n'avons pas de grosses factures médicales. C'est insensé. La version de Manon était tout aussi bizarre. Léa lui aurait avoué qu'elle avait été mariée avant moi à un homme nommé Romain, mort dans un accident de voiture. Tu as dit que tu ne le lui avais jamais dit, a dit Manon, en parlant de moi. Parce que tu avais peur qu'il te pense abîmé. Tu sanglotais, en disant que tu te sentais coupable d'être à nouveau heureuse. Je n'ai jamais été mariée avant, a dit Léa, la voix vide. Il n'y a pas eu de Romain. Il n'y a pas eu d'accident de voiture. Chloé, quand nous l'avons finalement jointe, avait le récit le plus troublant. Léa lui aurait dit qu'elle était secrètement enceinte, depuis près de 4 mois, et qu'elle avait programmé un avortement sans me le dire parce qu'elle savait que je voulais des enfants, et qu'elle ne pouvait pas supporter de me décevoir. Je ne suis pas enceinte, a dit Léa d'un ton plat après avoir terminé cet appel. Elle m'a regardé. Tu sais que je ne le suis pas. Nous essayons depuis 1 an. Si j'étais enceinte, je serais ravi. J'ai hoché la tête, engourdi. Nous suivions son cycle, faisions tout correctement. Les tests négatifs chaque mois avaient été dévastateurs pour nous deux. Nous sommes restés assis en silence, le poids de toutes ces confessions impossibles nous écrasant. Léa avait apparemment passé 30 minutes à sa propre fête d'anniversaire à raconter à différentes personnes différents secrets traumatisants, dont aucun n'était vrai, et elle ne se souvenait de rien. C'est comme si quelqu'un d'autre portait ma peau, a-t-elle finalement dit. Ou comme si j'étais possédé ou quelque chose comme ça. Elle a ri, mais le son était cassant. Ça a l'air fou. J'ai l'air folle. Tu n'es pas folle. Mais même en le disant, un doigt glacé de doute a parcouru ma colonne vertébrale. Et si elle faisait une sorte de dépression nerveuse? Et si l'alcool avait déclenché quelque chose de psychologique? Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message d'un numéro inconnu. Vous ne me connaissez pas, mais j'étais à la fête hier soir. Je pense que vous devez savoir ce que votre femme a réellement dit. Pouvons-nous nous rencontrer? C'est urgent. J'ai montré le message à Léa. Ses mains tremblaient en le lisant. On devrait, a-t-elle demandé. J'ai regardé ma femme, cette femme que j'aimais depuis plus d'1 décennie, que je pensais connaître complètement, et j'ai réalisé que je n'en avais plus la moindre idée. Oui, ai-je dit. Nous avons besoin de réponses. Le café était presque vide un dimanche après-midi, juste un barista faisant défiler son téléphone et un homme âgé faisant des mots croisés dans un coin. Nous avions choisi un lieu public, tous les deux mal à l'aise à l'idée de rencontrer une inconnue détenant des informations sur les confessions de Léa pendant son trou noir. La femme qui est entrée était plus jeune que je ne l'attendais, peut-être au milieu de la vingtaine, avec des traits fins et une intensité dans les yeux qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Elle nous a repérés et s'est approchée sans hésitation. Léa? A-t-elle demandé, bien qu'elle regarde directement ma femme. Je suis Clara. D'hier soir. Léa l'a étudié avec un froncement de sourcils. Je suis désolé. Je ne me souviens pas de vous. Ce n'est pas surprenant. Vous étiez bien parti quand on a parlé. Clara s'est assise sans y être invitée, posant son téléphone face visible sur la table.
Mais je me souviens de chaque mot que vous m'avez dit. Et je l'ai enregistré. Mon pouce est accéléré. Vous avez enregistré une conversation privée à une fête? J'enregistre tout dans les fêtes, a dit Clara d'un ton neutre. Vous seriez étonné de ce que les gens avouent quand ils sont saoul. Habituellement, ce ne sont que de bons ragots, mais hier soir, elle a regardé Léa avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie ou de la fascination. Hier soir, c'était différent. Lisez-le, a dit Léa, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Quoi que j'ai dit, j'ai besoin de le savoir. Clara a tapoté son téléphone et après un moment, un enregistrement audio a commencé. Le bruit de fond de la fête était là. Musique, rire, conversation. Mais ensuite, la voix de Léa a percé, pâteuse mais claire. Vous avez l'air gentille. Je peux vous dire quelque chose? Un secret. Il y a eu une pause. La voix de Clara semblait amicale et encourageante. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai menti à tout le monde toute la nuit. Enfin, pas vraiment menti. Plutôt comme si j'essayais différentes vérités, pour voir laquelle colle. La voix enregistrée de Léa avait une qualité étrange, rêveuse, déconnectée. J'ai dit à Thomas que j'avais été agressé à la fac parce que je voulais voir si le dire à voix haute le rendrait réel. Comme si c'était peut-être pour ça que je suis si mal en point, vous savez? Mais ce n'est pas vrai. Rien ne m'est arrivé à la fac. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. L'expression de Clara est restée neutre alors que l'enregistrement continuait. Et j'ai dit à Camille que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre parce que parfois je me demande si ce ne serait pas plus facile. S'il y avait une raison pour laquelle je me sens si vide parfois. Qui ne soit pas de ma faute. Mais je ne suis amoureuse de personne d'autre. J'aime mon mari. Je crois que je suis censé l'aimer, n'est-ce pas? Léa à côté de moi était devenue absolument rigide, fixant le téléphone. J'ai dit à Antoine que j'avais volé de l'argent parce que je voulais qu'il me regarde comme si j'étais intéressante au lieu de juste Léa, la fille ennuyeuse avec le travail ennuyeux. Et Manon, mon Dieu. J'ai dit à Manon que j'étais mariée avant et que mon mari était mort. Vous imaginez? J'ai tué un homme imaginaire juste pour rendre ma vie plus dramatique. L'enregistrement de Léa a ri, mais c'était un rire creux. J'ai dit à Chloé que je suis enceinte et que je vais avorter parce que c'est le genre de secret qui fait que les gens vous prêtent vraiment attention. Vous savez, le genre qui vous rend importante. Il y a eu un bruit de froissement, un mouvement. Puis la voix de Léa à nouveau. Plus basse maintenant. La vérité est tellement plus ennuyeuse. La vérité, c'est que je suis juste vide. J'ai 35 ans et je ne sais pas qui je suis. J'ai un mari qui m'aime, un travail qui paie bien, des amis qui se soucient de moi. Et je ne ressens rien. Rien. Juste ce grand espace vide où une personne devrait se trouver. Et je ne peux le dire à personne parce que se sentir vide n'est pas un vrai problème. Ce n'est pas un traumatisme. Ce n'est pas un drame. Ce n'est juste rien. L'enregistrement est devenu silencieux, à l'exception du bruit de fond de la fête. Puis la voix de Léa une fois de plus, à peine audible. Je voulais dire la vérité ce soir. Vraiment. Mais je ne sais plus quelle est ma vérité. Alors j'ai essayé les tragédies de tout le monde à la place. N'est-ce pas pathétique? Clara a arrêté l'enregistrement. Le café semblait trop silencieux. Le téléphone du barista trop bruyant. Le crayon de l'homme âgé grattant contre le papier trop aigu. Léa pleurait en silence, des larmes coulant sur son visage, sans même essayer de les essuyer. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression de venir d'assister à la dissection de ma femme et je n'étais pas sûr de reconnaître les morceaux. Pourquoi n'avez-vous dit ça à personne, a demandé Clara, sans méchanceté. Pourquoi laisser tout le monde penser que toutes ces autres choses étaient vraies? Parce que je ne m'en souvenais pas, a murmuré Léa. Honnêtement, je ne me souvenais de rien. Mais en l'entendant maintenant, elle a pressé ses mains sur son visage. Oh, mon Dieu, si. Je me souviens avoir dit tout ça. Je me souviens de l'escalier. J'y suis allé après vous avoir parlé parce que j'ai soudain réalisé ce que j'avais fait. J'avais raconté tous ces mensonges à tous ces gens et je ne pouvais pas les reprendre. Et j'ai voulu disparaître. J'ai retrouvé ma voix. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu te sentais vide ou perdu ou quoi que ce soit? Pourquoi inventer toutes ces histoires élaborées? Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé,
et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas exactement de la peur, mais quelque chose de proche. Parce que le vide, ce n'est pas intéressant. Le vide n'attire pas la sympathie ou l'aide. Le vide, c'est juste de la paresse, de l'ingratitude. J'ai tout ce que je suis censé vouloir. De quel droit est-ce que je me sentirais vide? Ce n'est pas, ai-je commencé, mais elle m'a coupé. N'est-ce pas, pourtant? Si je disais à Camille que je me sentais déprimé, elle me dirait de faire plus d'exercice. Si je disais à Manon que je me sentais perdu, elle dirait que j'ai besoin d'un passe-temps. Si je disais à Antoine que j'avais l'impression de disparaître, il en ferait une blague. Mais si je leur dis que j'ai été agressé ou que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre ou que j'ai fait quelque chose de terrible, alors ils prêtent attention. Alors c'est réel. Clara s'est penchée en avant. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que vous m'avez dit, la vraie vérité, est la chose la plus intéressante que j'ai entendue de toute la soirée. Tout le monde se sent vide parfois. Mais tout le monde n'est pas assez courageux pour l'admettre. Courageuse? Léa a ri amèrement. J'ai dit la vérité à une inconnue en étant complètement saoul parce que j'étais trop lâche pour la dire sobre. Mais vous l'avez dite, a insisté Clara. Et maintenant vous ne pouvez plus ne pas la dire. Alors, qu'allez-vous faire? Léa m'a regardée, impuissante, et j'ai réalisé que c'était mon moment pour dire quelque chose de profond, de guérisseur, quelque chose qui réparerait tout ça. Mais je me sentais étrangement vide moi-même, comme si j'avais été marié à quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment, ou peut-être à quelqu'un qui ne se connaissait pas vraiment elle-même. Merci de nous avoir rencontrés, ai-je finalement dit à Clara. D'avoir enregistré ça. De nous avoir montré la vérité. Clara a hoché la tête en se levant. J'espère que vous trouverez une solution, tous les deux. Elle a laissé son café intact et est sortie. Léa et moi sommes restés assis en silence un long moment. Puis elle a parlé, sa voix faible. Tu me détestes? Non, ai-je dit automatiquement. Puis, plus honnêtement, je ne sais pas ce que je ressens. J'essaie de digérer le fait que ma femme se sent vide depuis Dieu sait combien de temps, et je ne l'ai jamais remarqué. Ce n'est pas ta faute. Et j'essaie de comprendre ce que nous faisons maintenant. Parce que clairement, quelque chose doit changer. Elle a hoché la tête, s'essuyant les yeux. Je pense que j'ai besoin d'aide. D'une aide professionnelle. D'accord. Nous trouverons quelqu'un. Et je pense que je dois dire la vérité à tout le monde. La vraie vérité. Pas sur le fait de me sentir vide. C'est trop, elle a cherché le mot. C'est trop abstrait. Mais je dois admettre que j'ai inventé ces histoires. Je dois assumer ce que j'ai fait. Ça va être difficile. Je sais. Nous sommes restés assis là un moment de plus, ni l'un ni l'autre tout à fait prêts à quitter la sécurité relative du café pour le monde réel qui nous attendait dehors. Finalement, Léa a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je t'aime, a-t-elle dit. Cette partie n'était pas un mensonge ou une question ou moi essayant un sentiment. Je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je dit, et je le pensais. Mais je savais aussi que l'amour seul n'allait pas réparer ce qui était brisé ici. Nous avions du travail à faire. Un travail dur, inconfortable, qui exigerait de nous deux d'être honnêtes d'une manière que nous avions évitée. Alors que nous sortions dans l'après-midi d'automne, mon téléphone a vibré une fois de plus. Camille. Je prends juste des nouvelles. On s'inquiète tous pour Léa. C'est vrai pour l'autre homme? On est là pour vous deux, quoi qu'il arrive. J'ai montré le message à Léa. Elle a pris une profonde inspiration. C'est parti, a-t-elle dit, et a commencé à taper une réponse. L'email de groupe a pris 3 heures à Léa pour l'écrire. Je l'ai regardé l'effacer et le recommencer au moins une douzaine de fois, chaque brouillon essayant de trouver le juste équilibre entre l'explication et l'excuse, entre la vulnérabilité et la dignité. Elle s'est finalement arrêtée sur quelque chose de simple et direct. Chers tous qui étiez à ma fête d'anniversaire, je vous dois à tous une explication et des excuses. Hier soir, j'ai raconté à différentes personnes différentes histoires, sur une agression à la fac, sur un détournement de fonds, sur le fait d'être amoureuse de quelqu'un d'autre, sur des grossesses et des mariages secrets. Aucune de ces histoires n'était vraie. J'étais très saoul, ce qui explique la perte de mémoire, mais n'excuse pas les mensonges. La vérité est que je me bats avec des sentiments de vide et de perte d'identité que je ne savais pas comment articuler ou aborder.
Au lieu d'être honnête à propos de cette forme très ordinaire de malheur, j'ai inventé des tragédies dramatiques qui semblaient plus dignes d'attention et de sympathie. C'était mal. J'ai blessé et troublé des gens qui tiennent à moi. J'ai fait vivre un enfer à mon mari. J'ai fait un spectacle de problèmes très graves dont de vraies personnes souffrent réellement. Je suis profondément désolé. Je reçois une aide professionnelle pour travailler sur ce qui se passe avec moi. En attendant, veuillez ignorer tout ce que j'ai dit hier soir, sauf ceci, je suis en difficulté, et je suis désolé de l'avoir si mal géré. Avec mes excuses et ma gratitude pour votre patience, Léa. Elle a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant une minute entière avant de finalement l'enfoncer. Puis elle a fermé son ordinateur portable et a enfoui son visage dans ses mains. Et s'il me déteste, a-t-elle demandé, sa voix étouffée. Certains le feront peut-être, ai-je dit, honnêtement. Ce que tu as fait était blessant, déroutant et un peu manipulateur, même si tu ne le voulais pas, elle a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges. Je ne le voulais vraiment pas. Dans ma tête, sur le moment, où que soit ma tête, j'avais juste l'impression d'essayer d'expliquer pourquoi je me sentais si mal tout le temps. Comme si je pouvais juste trouver la bonne histoire, le bon traumatisme. Tout aurait un sens. Mais il n'y a pas besoin d'un grand traumatisme pour que tu te sentes mal, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. Les gens font des dépressions. Les gens ont des crises d'identité. Ce n'est pas moins réel juste parce qu'il n'y a pas une histoire d'origine dramatique. Je le sais maintenant. Ou je commence à le savoir. Elle s'est appuyée contre moi et j'ai passé mon bras autour d'elle. Quand est-ce que tout est devenu si compliqué? Les réponses ont commencé à arriver en moins d'une heure. Celle de Camille fut la première. Merci d'être honnête. J'aurais aimé que tu me dises simplement que tu avais des difficultés. J'aurais écouté. Je suis blessé, mais je comprends. Appelle-moi quand tu seras prête. Celle d'Antoine était plus directe. C'était vraiment tordu de faire ça. J'ai passé toute la nuit à m'inquiéter de cacher une criminelle. Mais j'apprécie les excuses. J'espère que tu trouveras l'aide dont tu as besoin. Manon a envoyé un court message. Je suis là quand tu voudras parler. Des vraies choses, pas des histoires inventées. Thomas n'a pas répondu à l'email, mais s'est présenté à notre porte ce soir-là avec un sac de notre restaurant thaïlandais préféré. Je ne suis pas là pour des explications ou des excuses, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Je suis là parce qu'une personne à qui je tiens traverse une période difficile, et je me souviens à quel point cela peut être isolant. Léa a pleuré en le voyant. Pas les larmes dramatiques et théâtrales de la veille, mais des larmes silencieuses et reconnaissantes. Nous avons mangé du pad thaï sur le canapé et regardé une comédie stupide, sans parler de la fête, des confessions ou de tout ça. C'était la première fois depuis des jours que Léa semblait respirer facilement. Après le départ de Thomas, Léa m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Pourquoi n'es-tu pas plus en colère ?» a-t-elle demandé. « Je t'ai humilié. J'ai fait croire à tout le monde que notre mariage s'effondrait. Tu devrais être furieux. J'y ai pensé. Je suis en colère. Ou je l'étais. Peut-être que je le serai à nouveau. Mais en ce moment, je suis plus inquiet qu'en colère. Tu ne vas pas bien, Léa. Tu n'as pas été bien depuis un moment. Et ça m'a échappé. Ça nous a échappé à tous les deux. Ce n'est pas ton travail de me réparer. Non, mais c'est mon travail de remarquer quand tu te noies. Et je ne l'ai pas fait. J'ai juste supposé que tout allait bien parce que tu n'arrêtais pas de dire que ça allait. Elle est restée silencieuse un moment. Je suis devenu très doué pour dire que les choses allaient bien, pour être la personne que tout le monde attendait de moi. Léa la fiable, Léa la stable, Léa qui a tout sous contrôle. Elle a ri amèrement. Il s'avère que cette personne n'était qu'une performance très convaincante. Alors, qui est la vraie Léa? Je ne sais pas encore. C'est ce qui me fait peur. J'ai 35 ans et j'ai l'impression de me rencontrer pour la première fois. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont lentement installées dans une nouvelle normalité. Léa a commencé à voir une thérapeute 2 fois par semaine, une femme nommée Dr Mercier, spécialisée dans les problèmes d'identité et la dépression. Je l'accompagnais parfois, travaillant sur mes propres sentiments concernant la fête et les mensonges, et la prise de conscience que notre mariage manquait d'une base d'honnêteté véritable. Certaines amitiés ont survécu. Camille et Léa ont finalement eu un long et larmoyant café où elles ont parlé de la pression que ressentent les femmes pour être toujours bien, pour toujours tout maîtriser.
Manon envoyait des colis avec des cartes drôles et sans attente. D'autres amitiés n'ont pas tenu. Chloé a cessé de répondre aux messages. Antoine était cordial mais distant. Quelques personnes de la fête ont retiré Léa de leurs amis sur les réseaux sociaux, ce qui l'a blessée plus qu'elle ne voulait l'admettre. J'ai cassé quelque chose, m'a-t-elle dit un soir, un mois après la fête. Avec ses mensonges. J'ai brisé la confiance et certaines personnes ne peuvent pas passer outre. Je dois l'accepter. Tu es trop dur avec toi-même. Peut-être. Ou peut-être que je suis honnête. Pour la première fois depuis des années, j'ai fait une connerie. J'ai blessé des gens. Le fait que j'étais en difficulté n'efface pas ça. 3 mois après la fête, par une froide soirée de février, nous avons invité quelques amis de Léa à dîner. Un groupe plus restreint maintenant, juste Camille, Manon et Thomas. La conversation était fluide, sans la qualité performative qui avait défini tant de nos rassemblements sociaux auparavant. À un moment donné, Camille a demandé à Léa comment se passait la thérapie. C'est difficile, a admis Léa. De ne pas dévier ou minimiser. J'apprends que je me fuyais moi-même depuis longtemps. J'ai construit toute cette identité autour du fait d'être facile à vivre, sans histoire. Et quelque part en chemin, j'ai perdu la trace de qui j'étais vraiment en dessous de tout ça. Et tu la retrouves? A demandé Manon doucement. La vraie toi. Léa a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. J'essaie. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Mais au moins, j'essaie honnêtement maintenant, au lieu d'essayer différentes personnalités pour voir laquelle obtient la meilleure réaction. Après le départ de tout le monde, Léa et moi avons nettoyé la cuisine ensemble dans un silence confortable. Alors qu'elle chargeait le lave-vaisselle, elle s'est soudainement arrêtée et m'a regardé. Merci, a-t-elle dit. Pourquoi? D'être restée. De ne pas m'avoir abandonné alors que je n'avais clairement pas les idées claires. De ne pas avoir fait de ça une histoire personnelle alors que c'est moi qui ai tout gâché. J'ai posé l'assiette que j'essuyais et les serré contre moi. Tu sais ce que j'ai réalisé. Ce soir-là à la fête, les confessions, les mensonges, tout ça c'était la chose la plus honnête que tu aies faite depuis des années. Pas sur les faits. Mais sur ce que tu ressentais vraiment. Tu criais que quelque chose n'allait pas. De la seule manière que tu connaissais. C'est ce que dit aussi le docteur Mercier. Elle appelle ça un appel à l'aide inadaptée. Léa a ri doucement. Des mots savants pour dire que j'ai fait une dépression nerveuse en état d'ivresse et que j'ai blessé les gens que j'aime. Les deux peuvent être vrais. Ouais, a-t-elle convenu. Les deux peuvent être vrais. 6 mois après la fête, Léa a pris une décision qui nous a surpris tous les deux. Elle a démissionné de son travail. Le poste fiable et stable au cabinet comptable qui avait défini sa vie d'adulte. Elle n'avait pas de plan précis, mais elle avait une thérapeute qui soutenait sa décision et un mari qui avait appris à faire confiance au fait que parfois, les gens ont besoin de s'effondrer pour se reconstruire correctement. J'ai joué la compétence pendant si longtemps que j'ai oublié de découvrir ce dans quoi je voulais vraiment être compétente, a-t-elle expliqué. Ce travail était censé être temporaire, un tremplin vers autre chose. Mais je me suis installé dans le confort, et le confort s'est transformé en piège. Elle a passé l'été à essayer différentes choses, faire du bénévolat dans un refuge pour animaux, suivre un cours de poterie, apprendre à coder, lire de manière obsessionnelle. Pas à la recherche de son but avec un grand B, mais simplement à explorer qui elle était quand elle n'essayait d'être personne en particulier. 1 an après la fête, nous avons organisé un petit rassemblement. Pas une grande fête d'anniversaire, juste une poignée de personnes avec qui nous voulions vraiment passer du temps. Léa a bu un seul verre de vin toute la soirée et a passé la plupart du temps dans une conversation animée avec Camille sur la possibilité de démarrer une entreprise ensemble. En la regardant rire, vraiment rire, de ce genre de rire qui vient d'une joie authentique plutôt que d'une performance sociale, j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé. Elle luttait encore parfois avec des sentiments de vide et d'incertitude. Mais maintenant, elle en parlait, les surmontait, n'essayait pas de fabriquer des explications dramatiques pour la souffrance humaine ordinaire. Plus tard dans la nuit, alors que nous nous préparions à aller au lit, Léa a croisé mon regard dans le miroir de la salle de bain. Tu sais ce qui est le plus étrange, a-t-elle dit. J'ai passé toute cette nuit à essayer différentes vérités, à chercher celle qui donnerait un sens à ce que je ressentais. Mais la vraie vérité, la vérité ennuyeuse et non dramatique, s'est avérée être la plus libératrice. C'est-à-dire que j'étais perdu, effrayé.
Et que je ne savais pas comment demander de l'aide. Elle s'est tournée pour me faire face. Pas très excitant pour une confession de fait, mais honnête. Je l'ai attirée contre moi, lui embrassant le front. L'honnêteté, c'est bien. Avec l'honnêteté, on peut travailler. Elle a souri contre mon épaule. Ouais. Ouais, on peut. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, j'ai cru que tout, aussi désordonné, compliqué et incertain que cela soit, allait bien se passer. Non pas parce que nous avions trouvé une grande solution ou une révélation dramatique, mais parce que nous avions enfin appris à nous dire la vérité. Même lorsque cette vérité était simplement « je suis en difficulté et j'ai besoin d'aide ». Parfois, c'est la confession la plus courageuse de toutes.